En chef des pages culture du journal Le Point, Christophe Onodibio est mon invité dans Il ne faut jurer de rien. Bonjour à tous, I owe you, c'est l'expression de la semaine et elle vient de Californie. Littéralement, ça veut dire « je te dois ». Ce sont les millions de reconnaissances de dettes émises par le ministre des Finances de l'État. Familles modestes, entreprises, municipalités, hôpitaux ou encore étudiants, tous ont prêté de l'argent à la Californie en faillite. L'État est en cessation de paiement, il n'a pas réussi à adopter un budget de crise. Allez, comme d'habitude, voici la photo de la semaine. C'est celle de la population irakienne en train de fêter le départ des troupes américaines. Les GIs ont quitté les villes d'Irak pour se retirer dans des bases. Ce sont maintenant les forces de sécurité du pays qui contrôlent le territoire. Le commandant des forces américaines à Bagdad a symboliquement passé le relais à son homologue irakien. Today here in Sadr City and after the 30th of June within the city of Baghdad, the Iraqi forces will be in the lead. And we will revert to a supporting role. And that's a good role for us because our partners are ready to take that lead. C'est un rapport polémique sur l'offensive israélienne à Gaza en décembre-janvier dernier. Amnesty International accuse les deux parties de crimes de guerre, Israël et le Hamas palestinien. Mais elle accable l'armée israélienne, confirmant le bilan palestinien de 1400 morts et 5000 blessés. L'Organisation de défense des droits de l'homme demande à la communauté internationale de soutenir sans réserve la mission des Nations Unies qui enquête sur l'opération. Comme chaque semaine, le regard d'une personnalité étrangère sur l'actualité internationale et ce que la journaliste russe Galia Ackerman retient cette fois-ci, c'est la contestation étouffée en Iran. Là, on a vu l'étouffement pratiquement complet des manifestations. Et malheureusement, je ne suis pas trop étonnée. Je suis plutôt étonnée de nos espoirs d'occidentaux, de voir que quelqu'un d'autre qu'Ahmadinejad serait élu. La démocratie iranienne est quelque chose d'extrêmement limité qui, pour moi, ressortissante de l'Union soviétique, est tout à fait comparable avec ce qu'on appelait à l'époque la démocratie soviétique. Parce qu'en Union soviétique aussi, les gens étaient intérieurement libres. Il y avait beaucoup de gens qui ont été libres, qui, chez eux, discutaient et disaient la pire chose de la direction, du communisme, qui critiquaient tout ce que vous voulez, mais qui venaient à leur travail et il fallait lever la main et approuver ce qu'il fallait approuver. L'homme de la semaine s'appelle Al Franken. L'élection de ce sénateur démocrate vient d'être confirmée par la Cour suprême du Minnesota 7 mois après les élections sénatoriales et elle permet aux démocrates d'obtenir la majorité absolue au Sénat. Il l'avait déjà à la Chambre des représentants. Le président a donc maintenant les deux leviers en main. Il est le nouveau visage de l'Europe. Fredrik Reinfeldt est le président de l'Union européenne. Le Premier ministre suédois succède au président tchèque jusqu'au 31 décembre prochain, non sans un certain soulagement des dirigeants européens. Les défis de la présidence suédoise sont nombreux, donc la réforme institutionnelle avec le traité de Lisbonne et le dossier énergétique. Il a quitté son pays en pyjama. Le président du Honduras, Manuel Zelaya, a été exilé par l'armée de son pays, victime d'un coup d'État, après avoir tenté d'organiser un référendum pour changer la Constitution et pour pouvoir se représenter à la présidence de la République. Manuel Zelaya est poursuivi pour 18 crimes, dont haute trahison, mais fort du soutien des Nations Unies, il refuse de renoncer à son poste. Soy el presidente de los hondureños. Solo el pueblo me puede quitar, poner, no es un grupo de gorilas los que me va a quitar el poder moral que tengo del pueblo hondureño. Lui aussi veut rester au pouvoir après la fin de son mandat. Le président nigérian Mamadou Tandja a voulu modifier la Constitution par 3 fois. Et par 3 fois, la Cour constitutionnelle s'y est opposée. Du coup, eh bien, il n'a pas hésité à dissoudre cette juridiction. Après avoir déjà dissous le Parlement au mois de mai dernier, Mamadou Tandja s'est également arrogé des pouvoirs spéciaux. Et on termine par le buzz Internet de la semaine. Paul Bouffard a scruté la toile pour vous. Les web artistes iraniens se manifestent et soutiennent le peuple via le net, à l'image de ces deux jeunes et leur version Persepolis 2.0. Peyman et Sina revisitent 3 planches de la célèbre bande dessinée de Marjan Satrapi pour raconter le quotidien de la rue iranienne depuis le 12 juin dernier. En Somalie, après la rue, les milices islamistes des Shebab intensifient le combat sur le net. Ils inondent la toile de leurs messages de propagande. Des
des vidéos à prendre avec précaution. On y voit des insurgés en armes et le portrait d'un jeune martyr de 17 ans impliqué dans l'attentat contre le ministre de l'Intérieur. La campagne de Barack Obama continue de faire des émules. En Indonésie, les candidats à l'élection présidentielle du 8 juillet investissent le net. Une lutte acharnée entre le président actuel, Susilo Bambang Yudhoyono, qui détient 300 000 fans sur Facebook, et le vice-président Yusuf Kala, qui utilise les sites de partage pour diffuser ses propres clips. Et l'invité de C'est un monde cette semaine est le lieutenant-colonel Paul Sanzé. Bonjour. Bonjour. Vous rentrez d'Afghanistan, vous êtes rentré le 20 juin, plus exactement, après une mission de 7 mois. Vous étiez le chef des opérations françaises dans la province de Kapisa, 650 hommes sous votre responsabilité. Alors, le nouveau commandant des forces internationales, le général américain McChrystal, a dit il y a quelques jours que la situation était grave, il l'a qualifiée de grave. C'est vrai qu'on voit depuis quelques semaines une nouvelle flambée de violence. Est-ce que ça veut dire que les talibans sont en train de prendre la main? Écoutez, je ne sais pas pour l'ensemble de l'Afghanistan et avec quel regard il porte sur l'ensemble de la situation, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons repris plus exactement l'initiative et localement, nous avons davantage de sécurité en Kapisa. Nous choisissons de mener nos opérations où nous le voulons, quand nous le voulons, pour atteindre les objectifs que nous avons choisis nous-mêmes. Et donc nous avons mené ce combat en particulier dans la vallée d'Al-Assai au mois de mars, avec une opération un peu emblématique de 13 jours, où nous avons repoussé les insurgés en fond de vallée. Donc nous avons d'une certaine façon libéré un certain nombre de villages d'une présence des insurgés qui étaient, je dirais, en maître. À quoi ça ressemble de faire la guerre en Afghanistan? Vous ne vous battez pas contre une armée? Alors effectivement, la difficulté c'est que en face de nous, nous n'avons pas une armée, mais des insurgés qui se mêlent à la population, qui se fondent dans la population. Et donc il faut arriver par le jeu du renseignement, à identifier les lieux où ils se retrouvent, où ils se regroupent, où ils préparent leurs actions, les caches d'armes qu'ils peuvent réaliser, de façon à démanteler, récupérer cet armement, détruire cet armement, entraver leur préparation, et quand nous les rencontrons, eh bien, les neutraliser. Est-ce que vous pensez que les moyens humains, matériels sont suffisants? En tout cas, dans la zone dans laquelle nous étions, nous avons obtenu de bons résultats. Nous avons repris cette portion du terrain de la Kapisa, qui était quand même une zone de non-droit, jusqu'à l'arrivée des Français il y a 1 an. Il y a un progrès très net, très significatif pour les populations qui vivent maintenant en Kapisa dans une certaine tranquillité, dans une certaine normalité. L'objectif, à terme, c'est, comme en Irak, de passer le relais, passer le flambeau aux forces de sécurité afghanes. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble très lointain? Pas forcément. Je pense que l'objectif, effectivement, de passer le flambeau, du point de vue de la sécurité, peut être relativement proche. Ceci dit, il n'y a pas que la sécurité en tant que telle, il y a aussi la reconstruction, car ce sont les 2 piliers de la stratégie de l'OTAN en Afghanistan. Aider les entreprises à se relancer, faire venir des ONG qui puissent participer à la relance de l'économie et de la vie normale en Kapisa, puisque sans cette vie normale, eh bien, fatalement, la population a du mal à se tourner vers ses autorités légitimes. Est-ce que les milliers de renforts américains qui sont envoyés là régulièrement par Barack Obama changent quelque chose à la situation? Au-delà du nombre d'hommes, c'est surtout la volonté d'aboutir qui est déterminante dans la stratégie qui est développée en Afghanistan. Cet envoi de forces supplémentaires manifeste une volonté effectivement très tenace de poursuivre la mission jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire la restauration de la sécurité et le passage du flambeau aux Afghans eux-mêmes, car il n'y a que les Afghans eux-mêmes qui pourront reconstruire leur pays. Merci beaucoup, Paul Sanzé. J'ajoute que l'armée américaine mène actuellement une offensive sans précédent contre les talibans dans leur bastion de la province de Helmand. C'est dans le sud de l'Afghanistan. C'est la première de l'ère Obama et 4000 Marines sont impliqués. Voilà, prochain rendez-vous avec C'est un monde la semaine prochaine. À très bientôt.